Salut les amis, je poursuis sur les résumés de mes lectures et aujourd'hui je vais résumer The Outsiders. Donc, c'est un livre qui nous explique comment les meilleurs CEO font pour donner à leurs actions des performances exceptionnelles et on va pouvoir en tirer des leçons pour nos propres investissements. Donc d'abord on va voir comment allouer son capital, donc ça vaut pour les entreprises dans lesquelles on investit, est-ce que le management alloue bien le capital disponible, et ça vaut aussi sur comment nous on va allouer notre capital, est-ce qu'on doit plutôt investir en immobilier, en bourse, est-ce qu'on doit rembourser nos dettes et ainsi de suite. Ensuite, comment maximiser sa performance en bourse, quand vendre une action, comment résister à l'inflation et comment organiser une entreprise. Donc pour élever son capital, il y a 4 étapes. D'abord, déterminer des niveaux de cash et de dette acceptables et les respecter. Donc dans le cas d'un particulier comme nous, ce serait simplement garder 6 mois de cash disponible, par exemple, ou un an si on veut plus de sécurité, et ne pas dépasser les 30% d'endettement, par exemple. Étape numéro 2, déterminer sa performance minimum acceptable. Donc là, ce qu'on peut se dire, si on veut faire du stock picking, sachant qu'un ETF S&P 500 ou ETF World, ça va nous donner une performance de, en moyenne, historiquement, 10% par an, eh bien on peut se dire qu'en faisant du stock picking, on va vouloir avoir une performance de minimum, par exemple, 12%. Donc admettons, on se fixe 12%. Ensuite, étape 3, on va calculer la performance après taxe de chaque alternative d'investissement possible. Donc dans le cas d'une entreprise, elle va pouvoir réinvestir sur elle-même, elle va pouvoir investir dans une autre entreprise ou la racheter en entier, elle va pouvoir rembourser de la dette ou bien racheter ses propres actions. Ensuite, on classe ces possibilités par performance et par risque en faisant des estimations pessimistes. Donc, par exemple, si vous avez une dette à un taux de 3%, si vous choisissez de la rembourser, eh ben, cet argent que vous utilisez pour la rembourser, c'est comme s'il avait été investi à 3%. Si en parallèle vous avez une opportunité d'investissement qui selon vous peut vous rapporter très facilement 8, et bien dans ce cas il vaudra mieux utiliser cet argent pour faire cet investissement-là. Et ensuite étape 4, si parmi ces 4 alternatives on n'en trouve aucune qui peut nous rapporter plus que la performance minimale qu'on s'est fixée, par exemple 12%, et bien dans ce cas on va préférer verser un dividende. Et donc on voit bien que le versement d'un dividende c'est vraiment la solution de dernier recours, puisque ça ne va pas permettre de faire croître les bénéfices futurs de l'entreprise. Et contrairement à ce qu'on entend beaucoup sur YouTube, ça permet pas spécialement de profiter des intérêts composés, au contraire, ça les ralentit, puisque si l'entreprise avait réinvesti, admettons, 100 euros de free cash flow sur elle-même, elle aurait pu donc réinvestir les 100, mais si elle vous verse les 100, si on habite en France, on va payer 30% de flat tax, et on va se retrouver avec finalement 70 euros à réinvestir. Et ce qui donne l'impression comme ça qu'on profite mieux des intérêts composés avec les dividendes, c'est le fait de voir l'argent arriver et de pouvoir le réinvestir. Mais en réalité, quand on est actionnaire d'une entreprise, cette entreprise, on la possède vraiment. Et donc le cash qui est généré nous appartient vraiment. Simplement que c'est quelqu'un d'autre qui prend la décision de réinvestir cet argent. Mais on profite quand même des intérêts composés et on en profite plus si l'entreprise réinvestit sur elle-même. Donc les dividendes, c'est l'option de dernier recours. Ensuite, comment maximiser sa performance en bourse? Donc la première règle que j'ai notée du livre, c'est d'avoir un portefeuille concentré. Donc ça va assez à l'encontre de ce qu'on entend beaucoup sur YouTube et hors de YouTube d'ailleurs. On entend souvent qu'il faut absolument diversifier à tout prix. Et effectivement, il ne faut pas avoir une seule action ou deux actions, encore moins si elles sont dans le même, si on a deux ou trois actions qui sont dans le même secteur exactement, etc. Mais quand on écoute voilà, les meilleurs investisseurs ou les meilleurs allocateurs de capital, on voit qu'ils conseillent plutôt d'avoir des convictions fortes sur quelques actions, plusieurs actions, mais pas 40. Et plus on diversifie, plus ça devient aussi dur à gérer. Il faut avoir en tête Par exemple, si on a 30 entreprises, il faut connaître les 30, ce qui est assez compliqué, ce qui demande plus de temps. Et en plus, plus on a d'entreprises, plus on va se rapprocher d'un ETF. Donc à ce niveau-là, autant acheter un ETF pour moins d'efforts. Ensuite, leçon numéro 2, c'est avoir une longue durée de détention, donc garder les actions pendant longtemps et avoir une vision long terme en général. Donc par exemple, si on voit une entreprise qui momentanément, sur une année, décide de faire beaucoup d'investissements, donc augmenter son CAPEX, bah, le marché en général va pas trop aimer puisque le free cash flow ou le bénéfice sur cette année-là va être beaucoup plus faible. Mais si nous, on est bien au courant de ce qui se passe dans l'entreprise, qu'on a lu qu'on a écouté les earnings calls ou qu'on a lu le transcript, et ben on va savoir que c'est ponctuel et que donc l'année d'après ou celle d'encore après, cet investissement-là va disparaître et donc le bénéfice va remonter. Et à ce moment-là, le marché sera content. Mais si nous, on le sait en avance, on peut profiter de cette baisse ponctuelle pour acheter des actions. Et pour le fait de garder une action longtemps, c'est ça qui va permettre de profiter des intérêts composés à l'intérieur de l'entreprise si l'entreprise a un bon ROE ou ROIC. Et pendant toute cette durée de détention-là, on ne va pas payer de taxes, alors que si on fait une revente, on va payer des taxes, puis on rachète avec moins, et ainsi de suite.
Donc il vaut mieux garder les actions très longtemps. Et d'ailleurs, Warren Buffett dit que la meilleure durée de détention pour une action, c'est pour toujours, ou alors le meilleur moment pour revendre une action, c'est jamais. Je ne sais plus laquelle des deux. Bref. Ensuite, être contrariant. Donc ça aussi, c'est une citation connue de Warren Buffett. C'est avoir peur quand les autres sont cupides et être cupide quand les autres ont peur. Donc typiquement en 2021, quand tout le monde était euphorique, tout le monde parlait de crypto-monnaie, l'action Tesla avait une valorisation qui n'avait aucun sens. C'était un moment où il fallait plutôt être prudent. Et à l'inverse, en 2022-2023, les gens sont plus dans la peur et donc là, ça crée des opportunités. Règle numéro 5, être patient pour attendre de très bonnes affaires. Donc on n'est jamais obligé d'investir. Si on voit qu'il n'y a aucune bonne opportunité, comme par exemple en 2021, c'était peut-être dur de trouver des opportunités, il ne faut pas hésiter à être patient et quand un deal qui paraît évident se présente, alors dans ce cas, on peut y aller. Ensuite, investir de gros montants lorsqu'on trouve une opportunité. Donc ça va avec le point précédent, c'est on attend longtemps et quand une grosse opportunité se présente, là on met un gros paquet directement en proportion de notre capital à investir. Règle numéro 7, investir pendant de gros changements stratégiques ou de management. Par exemple, si le management souhaite se recentrer sur le core business, donc ça permet de profiter de l'incertitude, le marché en général n'aime pas l'incertitude, donc on peut jouer là-dessus. Et enfin, le management doit avoir du skin in the game. Donc skin in the game, c'est un concept popularisé par Nassim Taleb dans son livre du même nom. Et ça veut simplement dire que le management doit être actionnaire lui-même dans des proportions non négligeables de l'entreprise pour qu'il ait un intérêt à ce que l'entreprise se porte mieux. S'il a très peu d'actions, voire pas, je ne sais même pas si ça existe, mais admettons, et qu'il a un salaire très élevé, il va avoir aucun intérêt à vraiment servir l'entreprise, il va plutôt chercher à faire plaisir aux investisseurs en essayant d'avoir une bonne image et ainsi de suite. Et donc nous, on veut plutôt quelqu'un qui a du skin in the game. Dans le livre, il nous parle aussi de quand vendre une action. Donc il nous donne deux raisons de vendre. Soit quand les valorisations sont extrêmement élevées, mais vraiment extrêmement. Si la valorisation est juste un petit peu élevée, il vaut mieux rester dedans, parce qu'on ne sait jamais jusqu'à quel point ça peut monter. Mais il peut y avoir des moments où une action atteint vraiment un niveau qui n'a vraiment absolument aucun sens, qui est vraiment totalement irrationnellement élevé, à un point où ça paraît évident que ça va redescendre plus bas, et dans ce cas-là, on peut revendre, typiquement dans une période de bulle. Et deuxième raison de vendre, c'est si on se rend compte que le business qu'on a acheté ne va plus nous permettre de générer des performances suffisantes. Dans ce cas, il vaut mieux vendre et se diriger vers une meilleure opportunité s'il y en a. Comment résister à l'inflation? Donc en investissant dans des entreprises avec du pricing power, donc des entreprises qui vont pouvoir répercuter la hausse de leurs coûts sur les prix. Typiquement, je sais pas, une entreprise comme Nike, s'ils augmentent je sais pas moi, de 10%, 20% le prix de leur basket, les gens vont quand même continuer à aller l'acheter chez eux, ils vont pas aller chez Lecoq Sportif. Et des entreprises qui ont de faibles besoins en capitaux, donc des entreprises qui ont peu de coûts, justement. Donc qui seront peu affectées elles-mêmes par l'inflation. Et comment organiser une entreprise ou comment repérer une entreprise qui est bien organisée dans le cas où on cherche des entreprises dans lesquelles investir, donc typiquement quand on investit en bourse. Il faut repérer des entreprises dans lesquelles les opérations sont décentralisées. Donc les opérations, c'est l'activité concrète de l'entreprise, quoi. Donc là, il faut un management assez réduit. Donc typiquement un siège réduit, mais des décisions qui sont le plus possible proches des clients. Et à l'inverse, l'allocation de capital, donc justement la décision de où est-ce qu'on met le cash, ça doit être le plus centralisé possible, et en général, du coup, dans les mains du CEO lui-même. Donc en résumé, c'est un livre que je conseille vraiment très fortement, c'est un des tout meilleurs que j'ai lu sur le sujet de la bourse. Je le trouve meilleur que par exemple L'investisseur intelligent que je vois tout le monde conseiller, mais j'ai pas trouvé le livre si ouf que ça, et ni très agréable à lire, parce qu'il est très vieux. Et celui-là, The Outsiders, est déjà beaucoup plus agréable à lire, et en plus, il y a quasiment tout ce qu'il y a à savoir pour bien investir en bourse. Donc je vous mets le lien dans la description si ça vous intéresse. Voilà, c'est une lecture que je recommande. Et dites-moi ce que vous en avez pensé, si ça vous a été utile, et pourquoi pas des idées d'autres livres que je pourrais résumer. Et à plus!